Hop. Donc, bienvenue à tous. Ça, on se l'est dit. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, comment construire votre business model. Donc, c'est un peu particulier aujourd'hui parce qu'on a décidé, à la base, c'était un atelier qu'on devait faire en 4 heures. Et l'intitulé, c'était co-construire un business model en intelligence collective. Donc là, pour pas surcharger, vu qu'on s'est dit que c'était un peu indigeste de faire 4 heures de webinaire, qu'on allait le scinder en fait en deux. Donc, ce lundi et le lundi suivant. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer le business model, pardon, à quoi ça sert, pourquoi c'est essentiel. Enfin, je vais prendre la slide, ce sera plus simple. Du coup, voilà, vous montrer les notions clés du business model, apprendre comment ça se construit, vous sentir vous faire capable de faire l'exercice pour votre projet et aussi vous faire comprendre pourquoi c'est essentiel, pourquoi cet outil est super connu dans le monde de l'entrepreneuriat quand on démarre. Donc voilà, surtout ça. Faire en sorte que vous ayez toutes les clés pour vous l'approprier et que la semaine prochaine, on se retrouve si jamais vous êtes dispo, si vous avez le temps pour travailler sur soit votre business model, si vous avez envie de le partager avec les autres, que, que tout le monde se penche sur votre sujet à vous et essaie de travailler autour de ça, ou alors qu'on part d'un exemple fictif. Ça, ce sera un peu à voir, donc je vous en reparle un peu en fin de webinaire. Et du coup, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, hop, je me décale juste les miniatures là, parce que ça me prend pas mal l'écran. Ok, donc l'enjeu du business model, comme je vous disais, pourquoi c'est essentiel de le travailler. Ensuite, on va voir comment le construire. Et enfin, je vous présenterai l'étude de cas d'Airbnb. Voilà, parce que je pense que c'est une startup que beaucoup de monde ici connaît. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'est un exemple qui peut-être vous permettra de mieux comprendre, mieux appréhender le business model pour vous l'approprier. Juste avant de démarrer, du coup, pour Audrey et Olaya, peut-être Nathalie, tu peux présenter en quelques mots Zoom Jeune et Promo Jeune, si ça te va. Ouais. Donc, Zoom Jeune, c'est un projet de Promotion ASBL. Promotion ASBL existe depuis 30 ans et l'idée, c'est de promouvoir la mixité et de vous valoriser dans vos initiatives, de vous mettre en réseau. Donc, c'est un soutien gratuit au développement de tout projet, des projets personnels ou professionnels. Ça s'adresse aux moins de 30 ans. Et donc, on vous propose à la fois un suivi individuel et des rencontres normalement en collectif avec des thématiques. Et là, on a tout réadapté. Donc, on fait des webinaires en ligne. Aujourd'hui, c'est le BMC. La semaine prochaine, Sébastien vous l'a dit. Mais il y en a d'autres qui sont prévus. Et puis, on peut aussi fixer des rendez-vous individuels pour vous. Excusez-moi, je vois que des gens arrivent en même temps. Donc, voilà, pour vous accompagner au mieux. Ok, super. Alors, j'ai accepté Philippe Chapelle qui est dans un groupe avec moi aujourd'hui. Salut D'accord. Philippe. Et Bienvenue voilà, Philippe. comme ça, tout le monde est au courant. Donc, et je pense qu'Anaïs nous a rejoint aussi. Bienvenue Anaïs aussi. Donc, comme je vous disais, pour ceux qui viennent d'arriver, donc on va voir le business model. Juste en deux mots, pour ne pas tout répéter, on va voir d'une part pourquoi c'est essentiel de travailler quand on se lance dans son projet et même par la suite, comment on le construit. Et enfin, je présenterai une étude de cas. Donc, je vais démarrer avec cet enjeu du business model. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi c'est essentiel de le travailler. J'ai l'impression de me répéter plein de fois, mais au moins comme ça, vous intégrerez bien la notion. Donc, en quelques mots, pour comprendre la philosophie de la chose, le premier point du business model, c'est de décrire quelle est la valeur qu'apporte votre entreprise, c'est-à-dire quel service elle apporte, quel problème elle résout. Dans un deuxième point, c'est quels sont vos segments de consommateurs, c'est-à-dire vos personas, vos cibles. Ça, je l'ai beaucoup plus développé dans les précédents webinaires qu'on a fait. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail pendant ce webinaire, mais vous aurez accès en fait au replay si vous le souhaitez. Troisième point, c'est comment en fait s'articule votre activité en interne et les relations externes dans le but justement d'être en mesure de générer un revenu profitable et soutenable sur le long terme. Donc en fait, il y a aussi cette notion de coût, de quel revenu vous générez
et quels sont vos coûts. Et tout ça, en fait, essayer de vraiment être au clair sur tous ces points-là, pas que ce soit quelque chose de flou, un peu d'approximatif, que ce soit quelque chose de bien maîtrisé. Donc, je reprends. Premier point, c'est la valeur, c'est-à-dire vos produits-services. Deuxième point, c'est à qui vous adressez. Troisième point, c'est quelle est votre organisation interne et externe avec vos partenaires, vos clients, etc. Et enfin, c'est la partie financière, comment générer vos revenus et être profitable sur le long terme. Donc concrètement, on peut en fait, le business model Canvas, il se représente de cette forme-là. Il y a 9 cases différentes. Et en fait, ça répond à 4 questions. Donc la première, c'est le quoi. On pourrait dire aussi le pourquoi, en fait. Pourquoi vous avez créé votre activité, que ce soit une association, une entreprise. Quelle est votre proposition de valeur derrière. Le qui, c'est à qui vous vous adressez, comment vous vous adressez à eux, comment vous rentrez en contact, comment vous entretenez la relation. Le comment, ça va être justement comment vous mettez en œuvre votre proposition de valeur, quelles sont les activités que vous gérez en interne, que vous sous-traitez, quels sont vos partenaires, etc. Et le combien, comme je disais, c'est votre structure de coût avec vos dépenses et vos revenus. Donc voilà. Pour entrer un peu plus dans le détail, donc on a la proposition de valeur, comme je disais, c'est vos produits physiques si vous en vendez, ou services si vous vendez par exemple du conseil, de la formation, du coaching. Votre segment de clientèle, en fait, c'est pour un problème que vous arrivez à résoudre, vous avez peut-être différents publics, que ce soit, je ne sais pas, si on vend par exemple du coaching, on peut très bien s'adresser à des particuliers ou des professionnels. Et même si on fait un zoom un peu plus précis, on peut s'adresser à des particuliers qui sont, par exemple, moi, mon activité secondaire, en plus de Zoom Jeune, c'est du conseil sur la prévention de conflits, gestion du stress et des émotions. Donc, on se rend bien compte que cette problématique, elle peut très bien concerner des particuliers qui vivent des problèmes dans leur couple, ou alors des professionnels qui vont plutôt avoir des problématiques autour de la gestion de leur équipe pour amener une meilleure cohésion, etc. Donc, c'est super important d'identifier ce qu'on appelle des segments de clientèle. C'est dans toute la somme de vos clients, est-ce que vous pouvez quelque part les catégoriser pour adresser un message différent à chaque cible quelque part. Et donc après, le pont entre les deux, entre votre proposition de valeur et votre segment de client, vos segments de clientèle, il y a d'une part la relation que vous avez avec vos clients, quels sont les moyens de communication que vous avez, est-ce que c'est votre service après-vente, est-ce que c'est une proposition de chat via Messenger, est-ce que c'est via votre site internet, via les réseaux sociaux, ils peuvent prendre contact avec vous. Et niveau des canaux de distribution, c'est comment vous délivrez votre produit ou service. Donc quand c'est un produit physique, on se rend bien compte que derrière, c'est où est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on va le vendre dans des petites épiceries? Est-ce que c'est seulement en ligne qu'il faut commander? Est-ce qu'on vend dans des grandes surfaces, etc. C'est vraiment se poser toutes ces questions-là. Et donc voilà. Déjà pour cette partie-là, sur le qui et le quoi. Sur le comment, en fait, ça c'est la partie de gauche. Vous avez donc d'une part les activités clés. Ça, c'est ce que vous traitez en interne. Par exemple, si je fais de la formation, comme je disais, moi, je vais du coup internaliser, par exemple, la production des formations, le fait peut-être d'accompagner aussi en individuel les personnes si elles veulent, si elles ont besoin de support pour la mise en pratique en fait des éléments de la formation. En termes de ressources clés, ben, il y a déjà moi, mon expertise, mes compétences. Il y a peut-être aussi les ressources matérielles que j'ai, comme mon ordinateur, comme, je ne sais pas, un bureau dans mon appart si j'en ai un. Et en termes de partenaires clés, ça va être par exemple toutes les personnes qui vont m'aider pour la communication sur mes réseaux sociaux, si j'en ai. Ça va être aussi tous les prestataires qui vont me permettre de mettre en place ma stratégie de marketing digital, ce genre de choses. Donc en fait, c'est vraiment à voir. Par exemple, peut-être que la communication sur les réseaux sociaux, ça, j'ai envie de l'internaliser dans mes activités clés. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée du business model, c'est de vraiment poser à plat, OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je délègue, pour vraiment être au clair sur
sur chaque maillon en fait, de la chaîne de votre business pour être sûr que ce soit bien huilé, que ça fonctionne bien et voir où sont les points manquants, etc. Niveau de structure de coût, ben justement, c'est pour reprendre par rapport à vos partenaires. Certainement, ils ont un coût, donc c'est identifié. Même si vous ne mettez pas des chiffres très précis, au moins avoir une idée de est-ce que vous avez beaucoup de charges fixes, c'est-à-dire que tous les mois, peu importe si vous avez des clients ou pas, vous aurez des coûts, et vos charges variables qui vont dépendre du nombre du volume de votre activité. Donc, par exemple, si je prends une boulangerie, ses coûts fixes, ça va être la location de l'espace, du lieu, tout simplement, pour avoir son activité. Coût variable, ça va peut-être être le volume comment dire, de consommables qu'elle va utiliser pour produire, par exemple, la farine, etc., pour fabriquer le pain, toute la matière première quelque part. Et donc, niveau source de revenus, là, on a justement, est-ce que je vends des produits en une fois? Est-ce que c'est des systèmes d'abonnement ou récurrents? Est-ce que c'est des commissions, etc. Pareil, essayer d'identifier en fait quelles sont toutes les sources de revenus, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour votre activité. Donc voilà, là j'ai fait un très très gros morceau. Je pense que, je sais pas si Nathalie, toi tu as des questions, tu as des choses à rajouter. Non, pas pour l'instant. Ok. Et vous de votre côté, dites-moi un peu si ça vous paraît clair tout ça. Est-ce que vous connaissiez déjà un petit peu le business model déjà? Oui. Vous l'avez déjà fait pour votre projet? Pas encore fait, mais j'avais déjà vu. Pareil. Moi, je suis en train de développer. Ok. Ok. Moi, j'étais Donc, en train d'y regarder, mais c'est vrai que pour les coûts, c'est vrai que c'est bien que tu dis que de base, on n'a pas forcément une idée extrêmement précise et exacte de ce que seront les coûts, mais juste voilà, mettre les différents postes pour se faire une idée globale. ouais, c'est ça. Et par exemple, ça me fait penser, du coup, toi, ce serait par rapport à une activité peut-être de yoga ou de coaching. Ouais. Structure de coût, c'est est-ce que tu as besoin d'un cabinet tout simplement ou d'un espace pour accueillir tes clients ou est-ce que Mhm. tu peux le faire à distance? Si tu peux... Mhm. Et donc, c'est un vrai choix. Par exemple, est-ce que tu vas décider de louer un local ou un espace pour accueillir tes clients? Dans ce cas-là, tu auras des charges fixes d'entrée qui Mhm. seront relativement élevées. Ou alors, est-ce que, par exemple, tu décides d'aller dans un espace de coworking qui est beaucoup plus flexible, ou alors carrément, est-ce que tu le fais depuis chez toi, si jamais c'est pas pour le yoga, ou si tu le fais que à distance. Mhm. Mais juste pour dire que voilà, si on se rend compte que dans la structure de cours, on a énormément de charges fixes d'entrée, ça veut Ouais, dire que quelque part, ça met un challenge assez bah important oui, qu'il faut être c'est ça. rentable rapidement, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, entre parenthèses, c'est aussi un des gros points positifs de notre époque aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de solutions qui sont devenues accessibles, en fait, démocratisées à tout le monde, que ce soit pour la création de sites web, pour l'hébergement de formations, etc. Avant, il fallait faire appel à peut-être des développeurs, etc., pour créer tout un tas d'outils. Maintenant, il y a énormément de plateformes, de services qui permettent de le faire à moindre coût, des choses comme 20-30 euros par mois. Donc, on va dire qu'on peut très bien s'en sortir pour 100-200 euros avec plein d'outils numériques qui permettent, dans le cadre d'une activité de coaching ou de formation, de faire ça, quoi. Et voilà. Pareil aussi pour le community management, tout ce qui est gestion de la communication sur les réseaux. Enfin voilà, avant avant Internet, il fallait investir dans la publicité, peut-être des flyers, etc. Maintenant, gratuitement, si on est vraiment investi sur Facebook, sur YouTube, on peut très bien générer une grande visibilité pour 0 € en fait. Donc ça aussi, ça fait partie des grands avantages. Et là, je rentre déjà un petit peu dans les conseils, mais justement, essayer de maximiser euh, enfin, l'appel que vous faites à des services externes plutôt que d'investir d'entrée pour votre activité. Parce que ça vous laisse une plus grande flexibilité, ça vous permet aussi de vous tromper. Si vous voyez à un moment donné que voilà, votre idée de projet, après avoir testé quelques mois, vous voyez que ça n'a pas les résultats que vous souhaitiez,
Ça vous permet plus facilement de revenir en arrière que si vous avez déjà investi pour, je ne sais pas, si vous faites du coaching, de faire des travaux dans votre maison pour créer un bureau supplémentaire pour votre activité, pour accueillir vos clients. Donc, enfin voilà, c'est juste une idée comme ça, mais en tout cas, c'est ça que ça vous permet, le business model, pour aussi vous donner un peu la philosophie de la chose, c'est que vous pouvez très bien tester, voir, OK, si jamais j'internalise telle activité, c'est-à-dire que je la fais moi-même, comme la communication, comme ça, quel est l'impact sur la structure de coût, mais aussi sur peut-être le volume d'heures que je vais investir, que je dois investir pour mon activité, etc. Pareil, en termes de relations clients, si je fais appel à un service après-vente externe, combien ça peut me coûter, etc. Tester aussi différentes sources de revenus. Est-ce que, comme je disais pour le coaching, on peut très bien vendre à la séance, ou pour des produits, on peut très bien vendre des produits en one-shot, ou faire des services d'abonnement, quoi. Si vous vendez, je ne sais pas, des produits liés au bien-être, etc., vous pouvez très bien envisager de la vente de coffrets par abonnement, au lieu de vendre des produits sous forme de plateforme e-commerce, un peu comme Amazon, où les personnes achètent en une fois, quoi. C'est en fait, et du coup, en termes de sources de revenus, ça aussi, c'est dans l'idéal pour toute entreprise, pour la pérenniser. Il faut, si possible, essayer d'aller vers les revenus récurrents, en fait, parce que ça donne de la prévisibilité pour ce que vous faites. Alors que si jamais vous vendez en one-shot, des fois, on ne peut pas s'en passer, on n'a pas le choix, mais ça vous amène plus d'incertitude du jour au lendemain sur votre activité. Et on le voit bien avec le Covid, il y a tout un tas d'entreprises qui ont perdu, je sais pas, 80% de leurs clients instantanément en 1 ou 2 semaines, alors que certaines qui fonctionnaient par abonnement ont vraiment pu conserver une activité parce que du coup, leur service était un peu différent, certainement. Mais pour vous dire que en fait, ça rend votre business un peu plus prévisible et voilà, donc ça permet de plus facilement construire l'avenir si vous envisagez d'embaucher, par exemple. Recruter des personnes, c'est beaucoup plus facile de le faire si vous savez un peu où vous serez dans les 6 mois ou 1 an à venir, plutôt que si vous fonctionnez par saisonnalité ou par vente au goutte à goutte. Donc voilà, bien sûr, ça c'est adapté au cas par cas sur votre activité, mais c'est aussi un conseil qui est souvent fait pour les startups ou même pour les activités classiques, c'est de privilégier les revenus récurrents plutôt que la vente de produits un par un, au détail, quoi. Voilà, ok, du coup, là, je vais vous présenter quelques points, en gros, sur l'utilité de travailler votre business model. Premier point, c'est que c'est un outil visuel, et comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, en fait, ça vous permet de voir assez instantanément s'il y a des failles, s'il y a des problématiques qui ressortent dans votre activité. Parce que ça aussi, j'ai peut-être pas mis assez l'accent dessus, mais en théorie, sur votre business model, c'est une photo à l'instant T de votre activité. C'est quelque chose qui peut évoluer. Votre business model, au début de votre activité, sera certainement pas le même qu'après 6 mois ou 1 an, parce que vous aurez évolué dans vos services, parce que vous aurez mieux peut-être ciblé vos clients, etc. Mais en tout cas, ça vous permet de voir, par exemple, si vous vendez des produits physiques et que vous avez un seul fournisseur, vous vous rendez bien compte que dans vos partenaires clés, si ce partenaire-là, pour X raisons, décide de ne plus faire affaire avec vous, votre business est totalement arrêté, en fait. Donc, ça vous permet aussi d'identifier quels sont vos points faibles dans votre activité et pour essayer de nuancer ça. Donc, ça veut dire, dans le cas que je viens de donner, ce serait essayer de voir s'il n'y a pas d'autres fournisseurs qui pourraient vous proposer des produits équivalents, peu importe s'ils sont même un peu plus chers, mais ça vaut souvent le coup de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et pour voilà, essayer de réduire le risque. Et ça, d'ailleurs, c'est une des problématiques qui est super essentielle dans les grands groupes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de supply chain. C'est faire en sorte que toute la chaîne logistique de votre activité soit au maximum bien gérée, bien lissée et prévisible, en fait. Voilà, petite parenthèse. Ça, c'est surtout adapté si vous vendez des produits physiques, mais ça a son importance. Et c'est pareil, en fait, dans les segments de clients. En fait, si vous vous rendez compte que vous avez un seul client, un seul gros client, peut-être que, en fait, vous devenez totalement dépendant de lui.
Et même s'il prend voilà, 100%, 80-100% de votre temps, il faut quelque part, le plus tôt possible, essayer de prévoir un plan B pour vous sortir en fait, de cette situation et savoir comment vous retourner dans le cas où il arrête de travailler avec vous. Donc ça permet aussi de voir ça, le business model, si avec un petit peu un meilleur niveau de détail et de connaissance de votre activité, ben, vous pourrez voilà, assez facilement voir quelles sont les failles, quels sont les points forts et points faibles. Donc voilà, premier point, comme je disais, c'est que c'est un outil visuel et ça permet de capter assez rapidement l'état de votre business actuellement. Deuxième point aussi, c'est que ça va vous permettre de vraiment aussi clarifier sur le papier votre projet au sens global, parce que souvent, quand on lance son activité, il y a des chances qu'on parte assez vite, qu'on ait plein d'idées, qu'on fasse plein de tests, qu'on aille un peu dans tous les sens. Donc peut-être que ça a du sens et que c'est clair dans notre tête, mais on peut vite se rendre compte que si on n'a pas travaillé son business model et qu'on présente son projet à quelqu'un d'extérieur, ça va être assez difficile pour lui de bien comprendre le concept, ce que vous faites, etc. Et c'est pour ça que si jamais vous créez une entreprise type startup, souvent en fait les pitchs qui vont durer peut-être 5 minutes ou comme ça sont très très souvent articulés autour du business model et la présentation. Donc au-delà de l'idée de convaincre, d'être impactant, etc., on s'appuie souvent sur la présentation des différents éléments du business model pour démontrer par exemple à des investisseurs qu'on a bien pensé notre business au sens large, qu'on n'a rien oublié. Et donner, du coup, ça aide à construire ces présentations-là. Troisième point, c'est si jamais justement vous partez de zéro, on va dire, voilà, vous voulez lancer votre projet, ça vous permet du coup de vous poser toutes les questions et de fonctionner peut-être au début par hypothèse. Si vous n'avez pas encore votre activité qui tourne pleinement, vous pouvez très bien dire, OK, je pense que mes segments de clients, ce sera un tel. Ma proposition de valeur sera certainement ça. Qu'est-ce que je pourrais faire moi ou externaliser? Et en fait, ça vous permettra de faire des hypothèses et de compléter chaque case avec ce que vous pensez. Et du coup, vos prochaines actions, ce sera justement d'essayer de valider ces cases-là, en fait. Si vous pensez que tel prestataire peut être un bon partenaire pour votre activité, vous pouvez très bien le mettre en hypothèse et après mettre dans votre plan d'action la vérification, le fait de contacter ce prestataire-là, voir qu'est-ce qu'il dit et de rentrer dans le concret, en fait, de tester votre idée à l'épreuve du réel, on va dire. Donc voilà, business model, c'est super utile pour ça aussi. Et ça, je vous présenterai un peu après les différentes étapes pour valider justement son business model. Donc ça, je pense que voilà, vous avez bien compris. Point 4, c'est d'avoir une vision globale sur ce qui compose votre entreprise. Comme je disais, sur déjà votre activité, ce que vous faites, à qui vous adressez, comment vous articulez votre business et la structure de coûts. L'intérêt aussi, comme ça aussi, je vous en parlais un petit peu avant, c'est qu'au début, justement, on va peut-être faire un premier draft de son business model pour se demander, OK, à quoi peut ressembler mon business, comment je l'imagine dans les prochains mois. Et peut-être qu'au bout de 6 mois, comme je disais, ça va évoluer. Peut-être au bout d'1 an, de 5 ans, ça va encore évoluer. Surtout là, on le voit en période de crise. Il faut être super agile, être réactif. Et souvent, une des étapes, ça peut être de retravailler son business model pour voir comment on est aujourd'hui, qu'est-ce qui dysfonctionne, par exemple, qu'est-ce qui est plus compatible avec la crise actuelle. Si justement on a un business qui reposait beaucoup sur du présentiel, sur des choses qui se passaient à l'extérieur, peut-être que ça vaut le coup de le challenger, de voir si on ne peut pas se réinventer, faire preuve de créativité pour refaire en fait notre business model au complet, quoi. Donc pareil, encore une fois, vu que c'est un outil visuel, ça permet de refaire une photo plusieurs fois à l'instant T sur notre business et voir si on ne peut pas le faire évoluer. Et je dis toujours business, mais ça, c'est aussi bien pour les associations ou tout type d'activité que vous voulez faire, bien sûr. Voilà, donc ça, je vous l'expliquais aussi un peu avant, ça vous permet de faire preuve de créativité, tester des choses, ajuster, faire des hypothèses, en refaire d'autres, et tester, vous confronter au réel pour voir ce qui tient et ce qui était un peu peut-être irréaliste.
Et enfin, pour définir votre modèle d'affaires idéal, donc là, c'est plutôt sur la partie coût, en fait. Comment idéalement vous générez vos revenus, en fait? Est-ce que c'est, comme je disais, de la vente de produits au détail, plutôt sous vente de prestations récurrentes? Est-ce que vous faites des choses pour vos clients? Est-ce que vous juste vous les accompagnez? Enfin voilà, c'est l'idée de vous poser des questions sur idéalement à quoi pourrait ressembler le modèle d'affaires de votre activité. Du coup là, sur ça, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? J'espère que je ne vous perds pas avec toutes ces infos. Non, c'est clair. Oui, c'est clair. Oui, très clair. Ok, Sébastien, top. c'est Philippe Chapelle, est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans votre groupe. Ce que je voulais témoigner aussi, moi, j'adore ce modèle, je l'applique toujours parce que c'est le plus universel, il est applicable à toute activité. Et ce que je veux dire, c'est que les deux cases du bas, sur le revenu et puis les coûts, on peut aussi. Donc, tout d'abord, elles font réfléchir parce qu'on peut les quantifier, mais aussi parce qu'aujourd'hui, une ressource, c'est le temps qui n'est pas toujours quantifiable en argent, peut-être un revenu en termes de temps ou d'image, tant qu'un coût. Donc, ça permet vraiment d'être très créatif aussi, d'être tant qualitatif que quantitatif. Voilà ce que je voulais juste témoigner. Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Ben, merci pour ça. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie question à se poser. Enfin, voilà, comme vous disiez, c'est dans la partie aussi, si je reviens à peine en arrière, on a d'une part les activités clés, les ressources clés, les partenaires clés. Et en fait, ce qu'on ne peut pas internaliser, il va falloir faire appel à des partenaires. Soit on ne peut pas parce qu'on n'a pas la compétence, soit parce qu'on estime que ça ne fait pas partie de notre cœur métier. Donc dans ce cas-là, on peut décider de le faire par des prestataires. Et je prends un exemple très concret pour moi, mon activité de coaching. Souvent, ce qui se passe quand on vend des offres d'accompagnement sur plusieurs mois, donc il y a, pour vous faire très rapidement le chemin de conversion, enfin de la décision d'achat d'un client potentiel, ce qui va nous découvrir, il va découvrir ce qu'on fait, notre approche, et le jour en fait où il se décide que peut-être c'est bien pour lui, il va décider en fait de réserver un appel téléphonique qui va durer peut-être 3/4 d'heure pour voir si ce programme il est bien fait pour lui. Et donc dans ce cas-là, en fait, j'ai le choix, soit je prends cet appel-là et ce sera à moi de convaincre cette personne ou de voir avec elle si elle a intérêt à prendre mon programme. Ou alors, en fait, je peux déléguer cet appel-là à quelqu'un dont c'est le métier, qui sera plus ou moins un commercial. Mais en fait, c'est une vraie décision à faire. Si à un moment donné, je me rends compte que j'ai beaucoup de clients et que ça me prend, que j'ai envie en fait, de maximiser la valeur que je leur apporte et le temps disponible que j'ai pour les aider à atteindre le résultat, je peux très bien décider de payer quelqu'un qui va s'occuper de cette tâche-là bien précise, qui est en fait la dernière étape de décision avant qu'une personne devienne cliente. Mais voilà, pour dire qu'en fait, soit je décide d'utiliser ma ressource temps pour le faire moi, soit je décide de faire appel à quelqu'un, ça va peut-être me coûter de l'argent, mais peut-être qu'aussi il sera plus compétent que moi pour aider les personnes à ça. Donc voilà, en fait, c'est des vraies décisions à se poser, enfin à prendre et des questions à se poser. Et en effet, ouais, c'est vrai qu'on peut rajouter cette dimension de temps sur les coûts et sur les revenus. Ouais, merci pour la remarque. Je vais juste préciser que Philippe Chapelle travaille, on collabore ensemble sur un projet et je pense qu'il voulait en savoir plus sur ce qu'on faisait, ce qu'on proposait parce que justement, on se disait tout à l'heure qu'on devait faire le BMC de notre projet. Et donc voilà, c'est juste pour préciser qu'il est. Ok, super. Après, il fait plein de choses dans la vie, je ne sais même pas tout ce qu'il fait. Comme toi, Sébastien, je fais du coaching, je coach des comités de direction dans le monde. Ah ouais, d'accord. Super. Ouais. Voilà, donc, mais pour dire aussi que c'est on oublie parfois le qualitatif et le temps, on oublie très souvent de le comptabiliser et tu fais très bien de l'intégrer aussi dans ces calculs. Super, merci et bienvenue du coup pour le webinaire. J'espère que ça vous apporte et voilà, super intéressant aussi d'avoir le retour à la fin. Oui, c'est ça, ça va nous apporter plein de choses. Ouais. Absolument. Merci, Philippe. Ok. Donc maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet sur comment construire votre BMC. Donc je vais démarrer avec simplement quelques bonnes pratiques
Euh, enfin, et ensuite, voilà, par où démarrer, par quelle case démarrer, quel est un peu le processus pour le compléter. Et les questions clés qui sont à se poser justement pour le remplir, pour faire preuve de créativité sur la construction de notre BMC idéal, quelque part. Enfin, c'est ça aussi l'enjeu, comme je disais, par rapport à la structure de coût, etc., sur les activités qu'on fait ou pas. Il y a certaines questions à se poser et je vous présenterai un peu ça. Donc voilà, niveau des bonnes pratiques, ça je l'ai pas mis dans ces points-là, mais l'idéal c'est d'imprimer en fait le BMC en format A3, de l'avoir en papier ou même, enfin voilà, il y en a, c'est carrément des affiches qu'on peut accrocher au mur et travailler comme ça en dynamique avec les membres du projet, enfin comme ça qui sont autour, enfin devant et qui réfléchissent ensemble. Donc, première idée, c'est justement voilà, de ne pas écrire sur le BMC. On va fonctionner essentiellement avec des post-it. Et ça, c'est le deuxième point, c'est que sur ces post-it-là, on essaie au maximum d'écrire une seule idée. Si jamais on commence à faire des bullet points, c'est que, c'est-à-dire des listes avec des tirets, c'est qu'on a plusieurs idées, donc plusieurs post-it. Ça, c'est une règle essentielle parce que ces post-it-là, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est dynamique. Si on a une idée, finalement, on change d'avis ou on veut la reformuler un peu, il suffit de déchirer le post-it, d'en faire un autre. Donc voilà. Première bonne pratique, c'est vraiment ça, quoi. Utiliser les post-it et une seule idée par post-it. Donc là, ça c'est par souci de lisibilité, c'est utiliser le moins de mots possible. Parce qu'en fait, si vous utilisez trop de mots, c'est peut-être que quelque part, votre idée ne sera pas tout à fait claire. Et même l'idéal, ça je vous le dis, je ne sais pas si j'en parle après dans le point, mais surtout dans les présentations, on voit dans les pitchs de présentation de start-up, l'idéal c'est carrément de résumer en une image ou une icône ou quelque chose comme ça, votre idée ou les cases dans votre BMC en fait. Parce qu'en fait, le fait de faire une image, c'est un peu, comment dire, la restriction de mots à son paroxysme en fait. C'est voilà, si c'est pas compréhensible en une image, c'est qu'on n'est pas assez clair nous-mêmes sur l'idée. Donc ça force à faire ce travail-là. Et aussi, pareil, c'est bien plus visuel, bien plus compréhensible par quelqu'un d'extérieur de voir un BMC comme ça avec seulement des images. Donc voilà, j'ai anticipé le point d'après. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est de faire vraiment la distinction entre les faits et les hypothèses. Donc, comme je vous disais, le business model, on peut très bien s'en servir comme support pour notre plan d'action, pour les actions à mener sur le projet dans les semaines ou comme ça à venir. Donc, une idée pour ça, c'est justement peut-être d'utiliser différentes couleurs. Vous pouvez utiliser les couleurs jaunes pour ce qui est validé, qui est vérifié, par exemple, sur le fait que un modèle par abonnement, c'est attractif pour nos clients potentiels. Si ce n'est pas le cas, on va peut-être le mettre en orange et ce sera une hypothèse qu'on va tester en faisant des interviews avec nos clients peut-être existants ou des clients potentiels qu'on a identifiés. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne chose de différencier les deux, déjà pour ne pas vous perdre, surtout si vous travaillez à plusieurs sur le BMC. Et aussi, voilà, pour pouvoir ajuster, c'est encore une fois, vous pouvez être dynamique. Dès que vous validez une hypothèse, vous la changez de couleur, etc. Voilà, donc là, je n'ai pas voulu rentrer trop dans la complexité sur les bonnes pratiques. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Est-ce que, vu que vous avez l'air de connaître un petit peu, est-ce que vous-même, vous avez d'autres bonnes pratiques pour compléter un BMC? Ou des questions là-dessus, des choses que vous voulez que je détaille un peu plus? Donc la seule chose qui est importante, je pense, à se dire, c'est que c'est jamais figé un BMC, ça évolue tout le temps, ça bouge tout le temps, et donc on va peut-être pas travailler dessus en permanence, mais ça vaut la peine de revenir dessus à certains moments, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, voilà, de ne pas le figer justement en n'écrivant pas dessus, etc. Et voilà. Aussi peut-être un intérêt de ne pas écrire dessus, ça j'ai pas dit, mais c'est que ça évite le syndrome de la page blanche en fait, où on ne sait pas par quoi démarrer. Là, on a juste à voilà, écrire une idée, on la colle, et si on change d'avis 5 minutes après, on l'enlève, mais en tout cas on avance. Ça permet vraiment de tester, de pas surtout quand on démarre de zéro,
qu'on teste notre idée, on est sûr de rien. Ça permet voilà, de se confronter et d'essayer de concrétiser notre idée, qu'elle sorte de notre tête et qu'elle vienne directement sur le papier pour la challenger, en fait, tout simplement. Ok, donc maintenant, par où commencer? Donc là, en fait, il y a différentes approches et ça dépend en fait un peu de... Je dirais que c'est très personnel. Il y en a quelques-uns qui ressortent le plus. Je vais vous montrer lesquels, qui sont les plus courants plutôt. Mais en fait, il y a plusieurs démarches pour lancer son projet. Soit en partant, en premier cas, c'est on part du client. Donc ça, l'idéal, en fait, c'est quand on a été nous-mêmes notre client idéal, mais il y a quelques années, ou qu'on a été confronté à un problème. Je dis un exemple, par exemple, si jamais, on va dire, j'ai fait mes études et j'avais un gros souci, c'est que je manquais d'accompagnement de la part de mes profs sur sur des matières que je maîtrisais mal. J'avais beau les travailler moi-même, voilà, j'avais le déclic qui arrivait jamais et je galérais pas mal à avoir des bons résultats dans les matières que je voulais. Ça, c'est une difficulté pour moi parce qu'au-delà des cours en collectif, c'était compliqué d'avoir un accompagnement en individuel, surtout si j'avais pas d'argent pour me payer des cours particuliers ou comme ça. Donc ça, on va dire, ça peut être un problème que j'ai constaté moi il y a quelques années. Donc en fait, je vais arriver très très bien à me mettre à la place de mon client idéal en fait, qui là serait pour le coup un étudiant. Ça, c'est le point de départ. Ou si jamais dans votre expérience pro, vous avez ou perso, enfin vous avez vécu une situation où vous la vivez actuellement en fait, et vous dites ah ça manque, surtout avec le confinement, on peut très bien se dire voilà il y a des opportunités sur le lien social, etc. Voilà, moi je me sens mal pour telle raison. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent comme moi et quelles solutions on peut construire ensemble? Donc là en fait on part vraiment du problème et on essaie de construire une solution en fait. Peut-être qu'on l'a pas encore en fait, on n'est pas encore expert dans le domaine pour savoir ce qu'on va proposer, mais en tout cas on fait un constat qui est actuel et on essaie déjà de vérifier d'une part si on n'est pas la seule personne à avoir ce problème et d'autre part après comment on peut co-construire une solution, qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui existe mais qui n'est pas satisfaisant, etc. Donc là, comme on le voit sur l'image, on part du client et on va après voir en fait aller vers la communication avec les utilisateurs potentiels et vers la construction de la proposition de valeur. Ça, c'est le premier cas, on va dire, c'est peut-être le cas idéal. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Le deuxième, c'est on part d'une idée. Donc là, c'est typiquement, on a une expertise dans un domaine et on va se demander qui a ce problème et qui je peux aider à le résoudre en fait. Typiquement, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Si moi, je fais du coaching sur la gestion de conflits, qui a le plus besoin de mes services en fait? Est-ce que ça va être des couples qui ont du mal à se supporter parce qu'il y a un manque de communication ou ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent et donc ça pose problème? Est-ce que c'est par exemple un chef d'entreprise qui a du mal à s'affirmer et donc voilà, qui va avoir du mal à dire ce qu'il pense à ses équipes et du coup il va se faire un peu marcher dessus. Donc je vais peut-être pouvoir aussi l'aider à gagner en assertivité. Mais enfin voilà, du coup je vais là dans une démarche où je maîtrise mon sujet, mais je vais chercher des gens qui vont être le plus intéressés de le résoudre en fait. Parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi du coup de leur vendre mes services. Et enfin voilà, tout simplement. Donc là, première étape, c'est voir à qui je m'adresse en priorité et de qui j'ai besoin en termes de partenaires pour délivrer mon service. Le troisième point, donc ça, c'est quand on part d'une ressource. Donc typiquement, il y a Sarah qui n'est pas ici, mais elle avait, enfin c'est une des candidates de Zoom Jeune aussi, elle est partie d'un camion en fait qu'elle avait acheté avec son compagnon et eux ils se sont demandé ok qu'est-ce qu'on peut en faire en fait pour le rentabiliser, pour l'utiliser, que ce soit pas forcément que loisir mais joindre l'utile à l'agréable et donc est-ce qu'on peut créer une activité autour de ce camion en fait. Et donc là en fait la deuxième étape pour eux c'était de voir quelle était leur proposition de valeur
Et il se trouve qu'en fait, ils sont dans le domaine du cirque, de l'animation, etc. Donc, ils se sont dit, OK, on peut essayer de combiner notre camion avec nos compétences, ce qu'on sait faire. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on voit le pont. C'est par exemple aussi si on est propriétaire d'un local commercial au centre de Bruxelles et qu'on veut le relancer, créer une activité avec, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qui est dans notre domaine de compétences? Si besoin, de qui on a besoin de s'entourer pour mener à bien le projet. Et vous voyez, là, on part d'un bien et on essaie de construire autour de ça. Ce bien, ça peut aussi être une connaissance particulière, une étude scientifique très poussée qu'on a menée, essayer de transformer ça en proposition de valeur qui va intéresser des clients potentiels en fait. Et du coup, dernier point, ça c'est peut-être pour les entrepreneurs plus avancés, c'est en fait on a une très bonne maîtrise des structures de coûts, des revenus et dépenses. Et en fait, on va essayer de comprendre des business qui existent actuellement et essayer de les copier, mais en faisant mieux en termes de performance financière. Je prends un exemple pour peut-être que ceux qui connaissent Free en France, qui est un opérateur téléphonique, qui un jour est venu sur le marché et a proposé des abonnements téléphoniques à 2 € par mois, appel SMS illimité. Et il se mettait en compétition avec tous les grands opérateurs historiques comme Orange, SFR, qui eux vendaient leur forfait à 30 € par mois. Et donc en fait là on voit que eux en fait vu qu'ils sont arrivés un peu plus tard sur le marché, ils ont pu éviter de faire certaines erreurs que les opérateurs historiques faisaient, trouver des solutions qui étaient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rentables. Et du coup ils ont sorti une offre sur le marché qui a carrément cassé les prix. Et donc eux c'est ça en fait comme modèle qu'ils ont utilisé quoi. Tirer les prix vers le bas en optimisant leurs coûts et du coup détruire la concurrence en fait. Donc voilà, ça c'est les 4 modèles. Souvent, les 2 cas qui reviennent le plus pour moi, c'est soit on part du client, soit on part de son idée. Souvent d'ailleurs, je pense que quand c'est la première fois qu'on veut entreprendre, on part d'une idée en fait, quelque chose voilà, qu'on a envie de faire ou peut-être on était salarié, on veut passer à indépendant en valorisant son savoir-faire et le mettre au service d'autres personnes. Souvent, c'est les 2 cas de figure qui viennent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous reconnaissez dans ces 4 modèles-là, si vous pouvez prendre peut-être la parole une seconde. Et c'est déjà à voir si c'est clair pour vous, si vous voulez que je réexplique des choses. Pour moi, je pense que c'est assez clair. Et je me reconnais plutôt dans le premier cas, à partir du client. Ok. C'était pas moi, en fait, c'est une amie qui qui m'a posé une question et ça m'a fait penser à un possible business. Ouais, ok, je vois. Donc voilà, est-ce que tu te reconnais aussi du coup dans le fait de valider si ce problème-là, il est vécu par plusieurs personnes, etc. Ou comment tu vois Oui. D'ailleurs, j'ai envoyé des questionnaires un peu sur Facebook et Instagram pour voir un peu avec les potentiels clients si mon idée leur convient ou pas. Ok, ouais, top. Mais ouais, ça c'est une super bonne démarche pour valider. Ouais. Merci pour ton partage. Du coup, j'espère que pour toi, parce que toi, tu disais que tu voulais aller plus loin, j'espère que voilà, c'est peut-être ici, on est à la base du business model. Donc, si tu as besoin d'aide pour aller plus loin ensemble, on peut se voir à un autre moment. Ok, merci. Mais c'est bien parce qu'en fait, quand j'ai commencé, on m'a dit, voilà, fais ça. Mais je suis allée voir moi-même, en fait. Donc, c'est bien qu'on m'explique et aller plus en détail. Ok, top. Pour les Et moi autres, vous aussi, voulez si jamais, oui, je veux bien partager. Moi, je me retrouve dans le premier cas, voilà, totalement. Et alors, oui, c'est juste que c'est intéressant, voilà, ton idée, enfin, avec les post-it et tout ça, parce que c'est vrai qu'on m'avait parlé du business model Canva. Je l'avais imprimé, j'avais commencé à remplir en fait, mais c'est vrai que ça bouge tellement tout le temps que oui, c'est beaucoup plus pratique. Et comme tu dis, le syndrome de la page blanche, c'est vrai que je suppose qu'avec les post-it, voilà, je me vois mieux travailler avec ça. Oui, puis du coup, tu peux aussi travailler juste 5 minutes dessus, un quart d'heure, te dire, ok, voilà. Ouais. Et puis ça, une idée, et puis. ouais. Et puis il y a le côté que j'aime bien là-dedans,
enfin, rien que d'y penser, rien que de le voir comme ça, en fait, ça me motive plus ce côté créatif. Voilà, j'imagine déjà les post-it de couleurs et les bits de couleurs et ça me motive déjà plus pour, pour mettre tout en place. Voilà. Ouais, ça aide à fond. Ouais. Voilà, merci. Ça fait aussi un peu l'effet checklist où voilà, si on arrive à changer un post-it de la couleur, on va dire orange et la couleur jaune, clac, c'est une petite victoire et on Non, mais c'est avance et on chouette, continue. c'est chouette. Ouais, Donc c'est une bonne chose. voilà. Merci. Pour nous, enfin Adeline et moi, je pense que nous, on pourrait partir d'une idée. Mhm. Je suis pas sûre. Bah, moi, je pensais à vrai dire plus client, Ouais, mais ça vaut la peine d'être discuté, quoi. Ouais. Et bah, justement, pour revenir sur la technique post-it, c'est vrai que c'est une bonne technique. C'est quelque chose que nous, on utilise beaucoup pour faire des brainstorming, par exemple. Mm. Donc, en partant de coller des trucs ensemble, rassembler les idées, etc. Et parfois, plusieurs idées peuvent en donner une globale. Mhm. Mais je crois que nous, ouais, on doit voir si c'est à partir du client ou de l'idée. Ça dépend peut-être du projet. Hein. Ouais. Ouais, après peut-être les deux. Enfin, vous avez peut-être vécu les deux côtés de. Enfin, d'un côté, vous avez vécu le problème et d'un autre, vous avez l'expertise. Donc voilà. Enfin, vous, je dirais que c'est plutôt un avantage vu que vous avez. Enfin, ça vous permet d'assez facilement valider le besoin et vous mettre à la place de votre client idéal. Donc, au final, voilà, je pense que vous, c'est pas le souci de vous prendre la tête. Plutôt si c'est soit le client, soit l'idée. Vous avez déjà une bonne base. Donc après, c'est voir comment vous complétez le reste. Ouais. Ok. Donc, selon toi, on ne devrait pas spécialement partir du point de vue du client ou de l'idée pour le compléter, quoi. En fait, ça, c'est juste pour dire que, de manière générale, comment ça démarre, en fait, la construction d'un business model. C'est très intuitif. Tu vois, par exemple, je prenais le cas de Sarah. Elle, en fait, elle est passée par ces étapes-là, mais sans vraiment y réfléchir. Tu vois, c'est naturel. Elle avait son camion et naturellement, elle s'est dit qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah, quel métier on fait, truc, est-ce que c'est compatible? Ben oui, et hop, tu valides la proposition de valeur, ou en tout cas, tu la retravailles pour avoir quelque chose qui va intéresser des gens. Et après, tu développes instinctivement, tu vas chercher ton client potentiel, truc. Vous, dans votre cas, enfin, voilà, pour ceux qui sont ici, qui connaissent pas le projet, c'est la création d'une salle éco-responsable avec la proposition de différents services. Enfin voilà, je te laisse peut-être développer un peu plus si tu veux, mais on n'aura pas le temps, Sébastien. Ouais. Malheureusement, je voulais aussi demander plus. Enfin, d'habitude, on fait un tour des projets, mais là, on n'a pas eu le temps. Ouais, ok. Donc, on en reparlera. Juste si Audrey ou Olalia, je ne sais pas comment on prononce. Ah non, Olalia, elle avait commencé. Olalia nous a dit, c'est Audrey qui nous a pas dit et Ricard, pardon. Ouais. Ouais, ben moi en fait j'ai pas spécialement de projet pour le moment, je suis un peu perdue au niveau professionnel, je touche un peu à tout, mais par contre j'ai déjà eu plein d'idées de business et de me dire bah tiens ce serait chouette de faire ça, etc. Et je trouve ça super intéressant de voir à partir du client, à partir d'une idée et à partir même d'une ressource. En fait je trouve que c'est beaucoup plus clair d'un coup en me disant bah tiens je pourrais partir de tel point ou de telle idée, de telle passion et faire coller avec mes valeurs et voilà, en fait, j'aime beaucoup cette idée de partir d'un point pour construire le business plan. Et voilà. Super. Ouais, exactement. Et pour la team Volta, c'est plutôt à partir d'une idée. Mais moi, j'ai toujours un souci avec les business model Canva quand il s'agit d'ASBL qui ont, comment expliquer? Enfin, la team Volta, le but, c'est d'utiliser le sport comme cohésion sociale. Et finalement, aujourd'hui, oui, il y a des séances de sport qui sont, enfin, bon, pas pour l'instant, mais il y a des séances de sport qui sont organisées au moins 4 fois semaine. C'est du temps qui est consacré dans un espace public. Mais c'est hyper difficile pour moi de mettre des chiffres sur des choses pareilles. Enfin, je sais que le temps a une valeur, mais j'ai du mal à visualiser du coup la structure du cours, mis à part le temps que les gens consacrent aux entraînements qui sont donnés. C'est ça mon souci. Ouais, dans ce cas-là, après, peut-être,
comme disait Nathalie, on peut peut-être plus en discuter en individuel. Mais à voir si si c'est une association qui est sur base de bénévolat, vous proposez votre temps gratuitement, mais là c'est à l'équilibre, donc ça fonctionne, on va dire, quelque part. Mais Et vous pouvez est-ce le que c'est ça valoriser. l'objectif ou est-ce que vous voulez monétiser quelque part et générer du revenu avec la SBL? Ça, après, du coup, c'est des questions sur qu'est-ce qui est monétisable, qu'est-ce que vous pouvez faire payer, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a deux approches. Il y a une approche où on dit on donne des entraînements bénévolement et on utilise le sport comme cohésion sociale. Et à côté de ça, on peut dire que faire une démonstration, par exemple, et monétiser ça auprès d'entreprises qui cherchent comment ça s'appelle, un team building. Oui, Oui, c'est c'est ça, en mais fait, tu peux avoir plusieurs propositions de valeur. tu peux avoir des activités enfin, voilà, pour lesquelles tu cherches pas à faire du profit, mais qui vont permettre d'engager peut-être quelqu'un pour la communication. Voilà, parce que vous êtes nombreux, il y a beaucoup de bonne énergie, mais c'est pas évident non plus. Parfois, il faudra peut-être externaliser, donc vous allez faire peut-être payer des activités justement pour pouvoir externaliser des savoir-faire ou ce genre de choses. Ça peut être aussi que là, vous proposez bénévolement des séances collectives. Est-ce que vous ne pouvez pas faire payer des accompagnements individuels, du coaching sportif individuel, ou alors accompagner sur la nutrition au-delà du sport, voire peut-être tout ce qui gravite autour de… Oui, il y a beaucoup d'idées et parfois ça part un peu trop dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Après, il faut sélectionner. C'est ça la difficulté. Surtout quand on est beaucoup, moi je trouve idées, que c'est compliqué. Mais bon, ok. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est quelques pistes et avec plaisir d'en discuter si tu veux à l'occasion. Et c'est important, même si c'est une ASBL, enfin voilà, il y a des coûts, il y a des frais à supporter et voilà. Même si votre objectif c'est pas de gagner plus d'argent, voilà, il faut que ce soit confortable pour tout le monde et il y a des frais et il faut trouver le moyen de les payer, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs sur la structure de coûts. Au début, quand on démarre son projet, on est enthousiaste ou son ASBL. On est enthousiaste, on donne de son temps en plus de ce qu'on fait pour gagner sa vie. Mais ça, c'est pas une solution pérenne, quoi, je dirais. Si jamais on veut vraiment développer une ASBL qui va tenir sur la durée, il faut prévoir le salaire en fait, des personnes qui vont travailler sur la ASBL. Et donc ça doit faire partie de votre structure de coûts dès le départ, en fait. Même si pour le moment, c'est basé sur du volontariat. Voir s'il y a pas, de combien il y a besoin en fait, pour la faire tourner, de réfléchir à la suite, etc., continuer à la développer. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Au début, on a tendance à estimer que notre salaire, c'est 0. Mais en fait, non, c'est, je ne sais pas, peut-être 25-30 000 euros par an qu'il faut prévoir par personne. Enfin, voilà. Je n'ai pas trop d'idées des prix, mais voilà. En tout cas, c'est bien de se poser la question de cette façon-là, en prévoyant qu'il y ait 2 temps complets, j'en sais rien, sur l'association, à combien ça revient, et du coup, combien il faut qu'on génère de revenus en face pour pouvoir arriver à l'équilibre. Ça, on en rediscutera de toute façon, si tu veux. C'est Philippe Chapelle, si je peux me permettre. Ce qui est génial dans ce business model Canvas, c'est que ça permet justement la réflexion que vous faites pour l'instant. C'est grâce à ces cases-là qu'on réfléchit, et c'est ça qui est génial parce qu'au final, ça permet de générer du bon sens dans tout ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. On arrive très vite à voir si une idée, elle est un peu à côté de la plaque ou pas, en voyant ça. Et pour toi, Erika, quelles activités seront payantes, pas payantes? Pourquoi l'équipe se mobilise gratuitement pour ça, mais pas pour ça? Voilà, c'est aussi de ménager nos énergies. Et aussi voir avec ce que vous avez déjà un certain nombre de membres qui viennent gratuitement. Au lieu de regarder à l'extérieur ce que vous pouvez faire, c'est peut-être voir avec vos membres actuels de quoi ils auraient besoin, en fait, tout simplement. Quelle serait la suite logique de vos séances de groupes bénévoles? Pourquoi ils seraient prêts à payer, en fait? Quelle serait la suite? Tu vois, comme je te disais, ça peut être l'accompagnement individuel,
Ça peut être de créer un programme avec un groupe Facebook où les gens se challengent sur la nutrition, etc., pour créer un effet de groupe aussi, qui là serait payant. Enfin, tu vois, il y a des choses à imaginer en partant déjà de ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, quoi. Alors, il est 19 h. Ouais, c'est vrai, j'ai un peu accéléré. Enfin, je vais un peu accélérer. Donc, un zoom, en fait, qu'on peut faire, ce serait sur le point de départ. Comme je vous disais, dans les deux cas que je vous montrais là, soit le client, soit l'idée, c'est de rentrer un peu plus en détail sur ces deux cases-là avec un autre template qu'on appelle le Value Proposition Canva. Donc ça, je ne vais pas forcément le redétailler dans son ensemble parce que on avait le premier webinaire qu'on avait fait, c'était sur le positionnement, la définition de la cible et de la proposition de valeur. Donc là, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le replay là-dessus. Ça vous donnera pas mal d'infos sur comment le compléter. Mais en quelques mots, en fait, je vais partir du client, en fait, vu que c'est le cas de la plupart des gens ici. Il faut essayer de se mettre à sa place sur quelles sont les difficultés qu'il rencontre dans son quotidien, quels sont ses pains, c'est-à-dire les problèmes, les souffrances que ça lui génère, la frustration, peut-être la pénibilité de ces actions-là. Peut-être qu'il utilise déjà certains services ou certains produits, mais qui ne sont pas suffisamment satisfaisants. Et idéalement, les gains, ce serait, dans le cas d'un monde parfait, d'une solution idéale, qu'est-ce qu'elle aurait en plus comme fonctionnalité qui serait un peu la cerise sur le gâteau. Et une fois qu'on a très bien défini ça, d'ailleurs pour définir ça, on peut s'aider du Persona Canvas, qui est aussi présenté dans la formation sur le positionnement dont je vous parlais. Une fois qu'on a bien défini notre persona avec les actions qu'il doit réaliser, les difficultés qu'il rencontre, on peut mettre en place un produit ou service qui va permettre de résoudre en fait ces douleurs, comme on appelle, ces difficultés, et en même temps va générer encore plus de valeur. Et ça permet en fait de voir s'il y a une adéquation entre le problème et le besoin. Si quand vous décrivez votre service avec les fonctionnalités, vous vous rendez compte qu'en fait ça résout que partiellement le problème, il faut voir si ces problèmes-là, est-ce qu'ils sont significatifs ou est-ce qu'ils sont essentiels pour le client ou pas. Si c'est des problèmes mineurs, ok, on peut peut-être s'en passer. Si c'est des problèmes majeurs qu'on ne résout pas, peut-être qu'il faut qu'on retravaille notre offre pour qu'elle soit suffisamment attractive pour que ça leur parle. Et donc, une fois qu'on a en fait ces deux éléments qui sont bien définis, on va dire, et compatibles, c'est là qu'on atteint ce qu'on appelle le product market fit. Et c'est déjà la base, c'est la base de la base du business model et d'un business en général. Si on a ces deux éléments-là qui sont pas en adéquation suffisamment bien, ça risque d'être compliqué pour tout le reste. Parce qu'en fait, si on arrive à s'entourer de partenaires, on a très bien estimé les coûts, etc., mais que notre produit n'intéresse personne, ben en fait, c'est un peu du travail fait pour rien, quoi. Et donc voilà, la proposition de valeur et la cible, c'est vraiment les éléments essentiels du business et sur lesquels il faut que vous passiez le plus de temps à peaufiner un peu, je dirais, au quotidien, quoi. Voilà, donc moi je suis parti, là du coup je fais l'inverse, je vais partir du coup parce que c'est quand même la plupart du temps les gens partent d'une idée en fait, ou d'une expertise qu'ils pourraient avoir et essayer de le développer. Donc je vais vous donner en fait ce cas précis, mais vous pouvez vous en inspirer en fait si vous partez du client. Ce sera à peu près la même démarche, sachant que les deux premières étapes sont inversées. Mais première étape, du coup, c'est vous partez de votre proposition de valeur, vous essayez de bien la définir, voir qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée, quels problèmes vous pouvez résoudre, etc. Ensuite, vous allez essayer d'identifier quels vont être vos segments de clientèle. Donc là, l'erreur courante, c'est de dire mon problème, il s'adresse à tout le monde en fait. Oui, peut-être, mais est-ce que tout le monde ne veut pas les segmenter en différentes catégories parce que si tout le monde, c'est de 18 à 65 ans, est-ce que ces personnes-là rencontrent exactement les mêmes problèmes ou est-ce que c'est des problèmes qui sont un peu nuancés, plus ou moins intenses, etc. Donc là, c'est vraiment l'idée d'essayer de segmenter pour savoir, surtout quand on démarre son activité, à qui on va s'adresser en priorité en fait. Quel segment va être prioritaire et sur lequel on va mettre tous nos efforts
comme je vous disais, par exemple, pour moi, mon activité de coaching sur la gestion de conflits, mes 2 segments évidents, ça va être par exemple les couples et les managers ou les chefs d'entreprise qui doivent gérer leur équipe. Ça va être 2 segments très différents en fait. Et donc, si je m'adresse aux 2 en même temps, les 2 ne vont pas se reconnaître vraiment. Donc, ça vaut le coup en fait d'avoir 2 communications séparées. Et si j'estime que ça me prend trop de temps de faire les 2 en parallèle, peut-être que je vais décider de m'adresser qu'aux professionnels en fait. Ça vous permet de faire ces choix-là de manière assez intuitive aussi. Qu'est-ce qui vous paraît le plus viable? Et en tout cas, ça vous permet de faire des hypothèses et après essayer de les tester et de les valider. Donc, et si vous parlez du client, mais pareil, vous pouvez essayer de définir votre proposition de valeur et partir dans ce sens-là. Troisième étape, c'est voir quelle est la relation avec les clients que vous voudriez définir. Donc, je ne vais pas lire en fait toutes les lignes parce que c'est écrit super petit, ce ne sera pas forcément très digeste pour vous non plus. Mais vous aurez aussi accès à ce business model Canvas en PDF, donc vous pourrez zoomer et regarder un peu dans le détail. Et pour voilà, vous essayer de vous poser vous-même ces questions-là. Relation client. Ensuite, vous pouvez partir sur les canaux de distribution, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que vous allez utiliser par exemple pour les coachings? Est-ce que j'utilise Zoom pour le faire? Est-ce qu'il faut que j'ai peut-être une plateforme d'hébergement de mes formations, etc. Enfin, il faut que je réfléchisse à tout ça. Sur les activités clés, là, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je veux faire moi-même, qu'est-ce que je veux déléguer. Peut-être que ma com, c'est essentiel pour moi de le faire moi-même, ou peut-être pas, peut-être que je vais déléguer toute la partie mise à jour des réseaux sociaux, etc. Ensuite, voilà, vous pouvez essayer de lister vos ressources clés. Qu'est-ce que vous avez déjà et qu'est-ce que vous allez devoir chercher ailleurs. Je pense par exemple à un site internet, si vous l'avez déjà, si vous savez déjà créer vous-même un site internet, ça vous fera économiser de l'argent que vous n'aurez pas besoin de dépenser pour faire appel à un partenaire externe qui va créer votre site pour vous. Ensuite, vous pouvez vous intéresser à la structure de coûts et pour terminer, la source de revenus. Donc ça, c'est le schéma classique. Et bien sûr, il y a des choses, en fait, on y réfléchit un peu en parallèle et on essaie de s'imaginer peut-être, voilà, en même temps que je fais ma proposition de valeur, je vais essayer de voir comment je peux gagner de l'argent avec ça. Moi, c'est en fait, je vous donne ici le schéma classique de comment on le complète. Après, libre à vous de faire un premier jet en suivant ce schéma-là, puis de revenir un peu intuitivement, réajuster les cases, comme vous le sentez. Mais voilà. Et en tout cas aussi, ça vous donne un peu un parcours sur les étapes que vous devez mener pour valider votre business model. Comme je vous disais, vous voyez bien que ça ne sert à rien de chercher la structure de coût, etc., si jamais on n'a pas trouvé une proposition de valeur qui va intéresser un client potentiel. Jusque-là, est-ce que c'est OK pour vous? Oui. OK. Mais en tout cas, n'hésitez pas si les questions viennent au fur et à mesure. Ou à la limite, on peut prendre le temps peut-être un peu à la fin, comme ça je déroule ce qui reste, et pour ne pas vous prendre trop de temps et tenir les délais. Du coup, sur les questions clés à vous poser, c'est donc ça, j'ai insisté pas mal dessus, c'est est-ce que idéalement pour vous, ou en tout cas ce qui est idéal pour vos clients, est-ce que c'est plutôt un revenu transactionnel, c'est-à-dire un achat au détail, ou est-ce que c'est des revenus récurrents sous forme d'abonnement, sous forme de service que vous proposez par abonnement? Du coup, justement, est-ce que vous vendez plutôt un produit physique ou plutôt un service? Est-ce que vous vous adressez à un marché de niche ou à un marché de masse? Donc ça, je ne sais pas si c'est clair pour vous, cette notion-là. Mais le marché de masse, ça va être, par exemple, le Monsieur Tout-le-Monde qu'on va viser à la télé avec les publicités qui vont être très tout public, en fait. Faut savoir que souvent, ça, c'est quelque chose de difficile en fait d'attaquer des marchés publics parce que surtout parce qu'en fait on va s'adresser à tout le monde et on prend le risque d'avoir un message qui parle à tout le monde et à personne en même temps. C'est pour ça que souvent ce qui se fait, ce qui est très recommandé dans la création, qu'on crée son entreprise, c'est de partir d'un marché de niche, c'est-à-dire un segment de clients ou d'utilisateurs qui rencontrent un problème commun, qui ont des valeurs en commun aussi peut-être, qui en tout cas
ont plusieurs éléments qui les rassemblent. Ça peut être, par exemple, si je prends votre exemple, Adeline, Anaïs, ça peut être les organisateurs d'événements sur Bruxelles. Ça, c'est un exemple de marché de niche. Et on peut aller même encore plus loin. Après, il faut éviter de trop se restreindre son marché. Ça s'appelle les organisateurs d'événements sur Bruxelles qui sont intéressés par les impacts environnementaux de leur activité, en fait. À voir si ça intéresse suffisamment de monde. Enfin, je pense ça, vu qu'on a discuté la semaine dernière. Mais voilà, quoi. En fait, c'est à voir à vous de mettre le zoom suffisamment près ou loin pour que ce soit pertinent. Et aussi, un autre détail super important, surtout si vous vendez du service, plus vous êtes précis pour un public en particulier et sur un problème précis, plus vous pouvez facturer vos services chers, en fait, quelque part. Parce qu'en fait, c'est un peu la différence entre, comme on dit, un médecin généraliste et un chirurgien, en fait. Le chirurgien, il ne sera peut-être pas le plus adapté pour vous diagnostiquer quelle maladie vous avez. Par contre, si vous avez un problème au cœur, il y a plus de chances que le chirurgien du cœur soit apte à vous guérir qu'un médecin généraliste. Et vu qu'aussi un problème au cœur, c'est un problème super précis, vous serez beaucoup plus prêt à payer cher le chirurgien qu'un médecin pour une consultation générique, on va dire. Donc voilà, ça, ce concept de marché de niche, c'est essentiel. Surtout quand on démarre dans l'entrepreneuriat pour la première fois. Enfin, je vous recommande plutôt aller vers ça. Donc après, une autre question, c'est est-ce que si vous avez quelque chose qui nécessite des investissements ou des investissements dans les choses, est-ce que vous voulez le prendre à charge pour vous, ou est-ce que ce serait peut-être plus intelligent ou intéressant de s'associer avec d'autres personnes en leur apportant votre plus-value, votre expertise et bénéficier de ce qu'ils ont, ou tout simplement de vous associer peut-être avec un entrepreneur qui va pouvoir injecter des fonds dans votre entreprise et vous mener le projet, etc. Donc ensuite, vente directe ou indirecte, ça sans rentrer dans le détail, c'est est-ce que vous vendez vous-même, par exemple, via votre site internet, ou est-ce que vous revendez vos produits à des distributeurs, ou est-ce que vous avez un maillon intermédiaire de la chaîne qui va trouver les clients pour vous. Donc ça, c'est super adapté si vous vendez, j'en sais rien, des produits en grande quantité ou voilà. Ou si, ça c'est où je dirais, si vous avez l'ambition de vous développer assez largement, souvent le modèle, c'est que ces prestataires-là prennent une commission sur vos ventes, mais en échange de ça, c'est eux qui se chargent de la partie marketing et distribution. Voilà, dernier point, c'est sur les coûts fixes ou variables. Donc ça, on l'a détaillé un petit peu avant. Moi, je vous conseille, surtout quand vous démarrez, éviter les coûts fixes importants, en fait, si vous pouvez. Donc bien sûr, les abonnements, c'est des coûts fixes, mais qui sont assez faibles. Et voilà. Donc ça aussi, c'est un point à réfléchir. Est-ce que dans votre activité, il y a beaucoup de coûts fixes ou est-ce que vous fonctionnez par coûts variables, etc. C'est à vous d'essayer de voir si vous pouvez faire appel à d'autres prestataires ou changer un petit peu la façon dont vous menez votre activité pour que pour que ce soit plus pertinent, plus viable pour vous financièrement. Dernier point aussi, ça j'ai oublié, c'est est-ce que vous êtes plutôt sur un modèle d'artisanat ou de production de masse? Donc l'artisanat, en fait, la difficulté de ça, c'est que plus on monte en échelle, en général, plus on perd de qualité. Et donc c'est à vous aussi de vous poser cette question-là. Quelle est l'ambition que vous avez? Si vous vendez par exemple, je ne sais pas, des sacs à main en cuir, peut-être que vous allez faire beaucoup de ventes à petite échelle parce que ce sera du travail de très bonne qualité, etc. Mais peut-être que ce sera beaucoup plus dur à vendre en masse parce que vous n'aurez pas la main-d'œuvre disponible, parce qu'il faudra automatiser et faire de la production en chaîne, etc. Donc pareil, c'est des questions à se poser. Peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pas pertinent pour tout le monde, mais voilà. Et si je fais le lien par rapport à moi, par rapport au coaching, je pourrais dire que le coaching individuel, ça va être plutôt proche de l'artisanat, versus production de masse, ça pourrait être des formations en ligne que j'essaierai de vendre à des milliers de personnes sans accompagnement. Forcément, sans l'accompagnement, on perd de qualité et de l'impact qu'on peut avoir sur les gens, mais peut-être ça rend aussi le produit plus accessible.
Donc voilà, en tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser. Ça me fait penser aussi, vous verrez, j'ai mis sur le Drive, hop, j'essaie de trouver, ici. Donc vous verrez, je vous enverrai le mail demain avec tous les accès. Donc déjà, d'une part, le Business Model Canvas en PDF. Et ici aussi une liste de questions complémentaires que vous pouvez vous poser. Donc voilà, vous verrez ça. Donc l'idée, c'est pas de répondre à tout, mais c'est vous aider en fait à vous poser toutes les questions sur chaque case en fait du business model. Donc voilà, ça vous aurez accès dès demain. Je vous enverrai le mail. Je rentre pas plus dans le détail parce que ce serait indigeste et pas forcément pertinent. C'est beaucoup mieux pour vous de vous y pencher au moment où vous complétez ces cases du business model, où vous faites l'exercice concrètement. Mais au moins, vous savez que ça existe. Hop. Oui, c'est pour vous donner des idées. Vous ne devez pas répondre à toutes les questions. Non Ouais, plus. c'est ça, voilà, pour vous inspirer, voir, il y aura peut-être des questions pas pertinentes pour votre activité, mais en tout cas, au moins, vous vous posez la question, quoi. Voilà, ok. Du coup, est-ce que jusque-là, c'est ok pour vous? Je sais pas, Nathalie, si tu vois si tu as des remarques, si tu vois des choses sur Non, lesquelles tu vas un peu vite ou comme ça. pour l'instant, ça va. Je pense que ce sera chouette aussi lundi prochain d'en faire un pratiquement. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, là, je vais terminer la présentation en vous présentant l'étude de cas d'Airbnb. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément, en fait, bon, je pense que c'est assez connu comme plateforme, mais c'est un système, c'est une application, un site internet qui permet à des voyageurs de se loger à l'étranger, chez l'habitant, en fait. Et ça permet aussi, du coup, de notre côté, à des propriétaires de louer une partie de leur logement pour accueillir des étrangers, parce qu'ils aiment bien la convivialité, parce qu'ils aiment bien pouvoir enfin, peut-être générer un peu plus de revenus avec leur logement et qu'en même temps, ils ne sont pas contre le fait d'accueillir des étrangers chez eux. Donc voilà, en termes de proposition de valeur pour Airbnb, c'est de faire en sorte que les hébergeurs puissent générer un revenu complémentaire, que les voyageurs payent moins cher qu'à l'hôtel, et en même temps que les voyageurs et hébergeurs puissent vivre une expérience riche avec des échanges, un choc de culture, etc. Donc ça, on va dire que c'est leur proposition de valeur centrale qui est vraiment résumée en quelques mots. Niveau segment de clients, donc là, il y en a deux. C'est un peu la particularité, ça c'est un peu un cas particulier du coup Airbnb, et je trouve intéressant de le prendre parce que, en fait, il y a les propriétaires d'un côté et les voyageurs. Donc on peut détailler les voyageurs qui aiment voyager autrement, vivre des expériences. Si jamais il manque l'un ou l'autre, en fait, l'application, enfin la plateforme ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait suffisamment d'offres et de demandes, en fait, que ce soit suffisamment équilibré, sinon les prix vont être trop élevés, ou de l'autre côté, ce ne sera pas assez intéressant pour les propriétaires de mettre leur logement à disposition. Donc voilà, toujours est-il que là, vous voyez bien que pour Airbnb, ils ne peuvent pas s'adresser de la même façon aux propriétaires ou aux voyageurs, même si les deux sont leurs clients quelque part. Ils doivent vraiment s'adapter aux deux sur la com, quoi. Et du coup, on peut imaginer que même pour aller plus loin, s'ils décident de faire de la publicité sur Facebook, peut-être que pour les publicités, ils vont faire des publicités qui vont cibler précisément des voyageurs, peut-être des jeunes, j'en sais rien, je dis, c'est une théorie, mais des jeunes de 25 à 35 ans qui ont du pouvoir d'achat, qui aiment bien voyager, etc. Et d'un autre côté, ils vont peut-être viser des personnes de 45 plus qui sont propriétaires, qui ont des revenus plus importants, etc. Ou en tout cas qui sont susceptibles d'être propriétaires, pour les inviter à mettre à disposition leur logement et se faire un revenu complémentaire. Mais du coup, on voit bien que le message ne sera pas du tout le même et les bénéfices d'un côté ou de l'autre ne seront pas les mêmes, quoi. Niveau relation client, donc niveau d'Airbnb, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent à disposition une plateforme d'assistance 24 heures sur 24. Ils mettent aussi en place un système de notation des utilisateurs pour les propriétaires, etc. Et ils ont également aussi leurs réseaux sociaux qui sont disponibles pour gérer la relation, enfin générer de la connexion avec leurs utilisateurs.
Niveau de canaux de distribution, donc ce qui est utilisé, ça va être le site internet, l'application mobile pardon, et la publicité sur le web et la télé. Voilà, essentiellement. Niveau activité clé, donc ça, c'est ce que Airbnb, en tant qu'entreprise, prend en charge. Ça va être la gestion de la plateforme internet, la gestion des demandes, des réclamations des clients, et le community management, c'est-à-dire les interactions sur les réseaux sociaux. Au niveau des ressources clés, qu'est-ce qu'ils ont? On peut dire que maintenant, la communauté d'hébergeurs et de voyageurs qu'ils ont dans 150 pays, c'est non seulement leurs clients, mais c'est aussi une ressource énorme qu'ils ont, en fait, vu que c'est des personnes qu'ils ont réussi à fidéliser parce qu'ils adhèrent à leur service, etc. Donc, au-delà d'être leurs clients, ça devient des ambassadeurs, quelque part, de leur marque, de leur entreprise et de leur service pour le faire connaître aux autres. Donc leurs ressources, c'est aussi bien évidemment leurs employés et leurs plateformes techniques qu'ils développent grâce à leur équipe de développement, quoi. Alors, en termes de partenaires clés, donc il y a les partenaires de paiement et autres services en ligne qu'ils peuvent avoir. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail sur qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, mais c'est par exemple PayPal, tout simplement, qui va être indispensable pour gérer les transactions, ou Stripe, c'est aussi une plateforme bien connue en ligne. Va y avoir peut-être aussi les investisseurs qui ont injecté de l'argent dans Airbnb pour que ça se développe en tant que start-up. Et enfin, des compagnies immobilières. Parce qu'il faut savoir aussi, ça, c'est que Airbnb, en fait, il y a certes des propriétaires qui vont sous-louer quelque part leur logement. Et ça fonctionne aussi beaucoup avec des... Même si, en fait, maintenant, les États essaient de limiter ça, c'est les compagnies immobilières qui construisent des immeubles spécialement faits pour les louer sur Airbnb. Donc, ça peut être aussi un de leurs partenaires sur, voilà, faire en sorte que ce soit intéressant pour eux d'investir pour leur activité. Hop. Et d'ailleurs, ouais, juste entre parenthèses, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui ont utilisé Airbnb, et je ne sais pas si en fait, est-ce que vous l'avez déjà sous-loué, vous, votre appartement? Si vous n'êtes pas propriétaire non plus, mais est-ce que vous connaissez des gens qui utilisent Airbnb et qui en même temps le sous-louent eux-mêmes? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui sont des deux côtés en fait. Oui, j'avais un ami qui Pas ma connaissance. louait une chambre chez lui. Ouais, ok. Donc, ouais. En fait, et ça, en fait, il y a un chiffre, je l'avais plus retrouvé, enfin, je l'ai pas retrouvé là pour cette formation que j'avais vu il y a quelques temps. C'est que, en fait, c'est super déséquilibré entre le nombre de voyageurs et de fournisseurs, quelque part, de logements. C'est pour ça qu'en tout cas, à un moment donné, Airbnb avait fait appel à des compagnies immobilières pour investir, pour proposer des logements et équilibrer, en fait, l'offre et la demande, comme je disais. Donc, structure de coût. Donc là, ce qui leur coûte pas mal d'argent, ça va être déjà toutes les commissions qu'ils vont laisser aux plateformes financières comme PayPal et Stripe. Ça va être également les salaires de leurs employés, la plateforme, la maintenance qui est nécessaire, tout ce qui est budget marketing, publicité et recherche-développement. Donc ça, c'est plus pour planifier le futur, essayer de tester des nouvelles applications, peut-être lancer de nouveaux pays, etc. Ça, c'est ce qui va coûter le plus. C'est tous les secteurs de coûts d'Airbnb, les plus grands, on va dire. Et de l'autre côté, en fait, on voit que leur source de revenus, elle est super simple. C'est d'une part les hébergeurs qui vont payer 6 à 12% de commission, et d'un autre, les voyageurs qui vont payer 3%. Et donc, on voit que là, c'est vraiment très, très simple, et c'est ce qui leur permet de voir en fait très rapidement sur le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, sur le nombre de prestations qui sont faites, avoir quelque chose de facilement mesurable, etc. Voilà, c'est à peu près tout pour ça, pour cet exemple. J'espère que ça vous a un peu illustré comment on peut compléter le business model. Donc là, j'ai mis voilà, des grands traits pour vous montrer à quoi ça ressemble pour un business réel, surtout voilà, qui est assez conséquent, qui peut paraître assez complexe.
Voilà, j'espère que ça vous clarifie un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Non, pas de questions. Ok. Ok, mais du coup, enfin voilà, si ça vient après, pas de souci. En tout cas, justement, ce que je voulais vous parler un petit peu plus de ça avant qu'on termine. Donc là, on arrive au bout, hein, c'est la dernière slide. Mais que du coup, la semaine prochaine, le but, c'est qu'on se rejoigne pour essayer de co-construire un business model en intelligence collective. Ça, c'était l'intitulé de base de cet atelier. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, si ça vous intéresse d'y participer, déjà, n'hésitez pas à me le dire. J'enverrai de toute façon un mail demain avec un formulaire d'inscription. Mais si jamais vous êtes intéressé de partager avec les autres, pitcher un peu votre projet et l'utiliser comme cas concret, ben, ça avec plaisir, et on utilisera du coup les idées de chacun, les connaissances de chacun pour essayer de le co-construire. Donc on va faire ça via Zoom. On va utiliser un outil, enfin, je pense que niveau technique, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais on fera ça avec au moins les micros activés. Si quelqu'un a une idée, voilà, il suffit qu'il la dise, on mettra les post-it et on verra ensemble comment on peut construire ça ensemble. Donc voilà, si jamais vous avez une idée de business ou d'activité, d'association que vous voulez lancer et que vous voulez bénéficier en fait des avis de chacun, des idées de chacun, n'hésitez pas à me le dire dès demain dans le formulaire. Et voilà. Ou déjà dès maintenant, en fait. Enfin, voir comment vous vivez, vous ressentez le truc, est-ce que ça vous paraît intéressant ou pas. Oui, je pense que Ça c'est vous est au super courant. intéressant d'avoir l'avis de tout le monde et de créer le business ensemble. Ok. Moi, je trouve qu'on apprend toujours quand on échange avec les autres. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents. Et donc, c'est bien de le faire ensemble. Voilà. Ok, top. Donc on verra, ça c'est vraiment un test. On verra le temps que ça prend. J'imagine qu'il y aura peut-être un système de vote en début de session pour quel projet on sélectionne. Donc c'est à vous d'être performant sur vos pitchs. Donc ça aussi, ça aussi pour Audrey et Olaya et Patrice, en fait, c'était le thème d'il y a 15 jours, en fait. Il y a eu un webinaire sur le pitch, comment présenter son projet, etc. Donc voilà, j'imagine que ce sera selon les envies de chacun. On sélectionnera un. Si on a le temps, on en fera peut-être un deuxième. Ça me paraît peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, le fait d'en construire un, ça vous permettra de vraiment comprendre voilà, comment ça se fait concrètement et à quoi on peut arriver, quelles questions on s'est posées tout le long, et voilà, quoi. Oui, encore une fois, on a beaucoup moins de temps. D'habitude, on se voit pendant 4 heures. Donc là, on a beaucoup moins de temps. Donc, on ne peut pas faire autant. Mais s'il y a une volonté, on peut reprogrammer des choses. N'hésitez pas à nous le dire. Ouais, ça, et du coup, là, c'est pour ça que je ne sais pas à quel point c'était digeste ou indigeste aujourd'hui, tout ce que je vous ai présenté. C'était un peu peut-être accéléré sur... j'avais pas mal de points à présenter. En tout cas, voilà, vous avez le temps de le reprendre d'ici la semaine prochaine pour bien intégrer tous les concepts et qu'on mette ça en pratique la semaine prochaine, quoi. On peut peut-être faire un petit tour, s'il n'y a pas d'autres questions, avec quoi vous repartez. Donc, à la fin de chaque atelier, que ce soit en présentiel ou en virtuel, on demande avec quoi vous repartez, non seulement pour voir ce que ça vous a apporté, vous aider à mettre des mots sur ce que vous avez appris, et puis voilà, de se dire au revoir, d'où ça nous aide aussi. Je vais donner la parole à la première, et puis elle donnera la parole à une autre si c'est OK pour vous. Donc voilà, aussi ça peut être, si vous repartez sans rien, ça peut être aussi une émotion, une sensation, une envie. Voilà. Erika. Oups. La lumière était très belle sur ton visage, alors voilà. Oui, je suis en face de ma fenêtre. Voilà. Alors, je connaissais quand même déjà le business model Canva. Donc là, ça m'a éclairé, enfin, ça m'a pas plus éclairé que ça. J'ai toujours,
Quoique, je crois qu'on peut faire des business models Canva par rapport au projet qu'on a. Je ne sais pas dans quelle mesure nous, enfin, la Team Volta peut scinder ses activités justement entre des activités marchandes et bénévoles. Je crois qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau-là et que je devrais en discuter avec les autres. Voilà, donc ça m'a apporté des questions. Voilà. Ouais, il faut se les poser aussi à un moment. Hein. Ouais. Tu n'as pas les réponses ce soir, mais Non. n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse, même avec d'autres membres du collectif, qu'on se voit plus en individuel pour envisager des choses. Puis on prend rendez-vous et puis on le fait volontiers. Ça va, on parle vendredi, donc je vais leur proposer. Ok. Tu donnes la parole à… Je donne la parole à Adeline. Merci. Moi, je suis plutôt contente, fatiguée finalement après coup. Mais j'ai déjà vu ce Canva le business model dans mes cours de gestion et c'est un chouette petit rappel et ça permet encore de se reposer les bonnes questions à cette étape du projet. Du coup, voilà, c'est bien. En plus de le mettre enfin en perspective avec un projet qui commence à prendre forme, c'était instructif. Tu donnes la parole ? Je donne la parole à Audrey. Ok. Déjà, moi, je suis contente d'avoir appris à connaître votre association, enfin votre ASBL, parce que je ne connaissais pas du tout. Et au début de la présentation, ça m'avait l'air fort théorique. Quand j'ai vu le business model, je me suis dit OK. Et en fait, j'ai appris plein de choses vraiment pratiques. Comment commencer, par où commencer, quel schéma utiliser, etc. Et voilà, je trouve que c'était assez utile. Je me sens super à l'aise d'envisager de faire un business model un jour grâce à toutes ces infos. Donc voilà, je suis assez enthousiaste. Et pour lundi, je n'ai pas spécialement de proposition moi, mais je suis très contente de pouvoir voir un peu les idées qui vont émerger et pouvoir donner mes idées aussi pour les personnes qui éventuellement en ont besoin. Et puis, ce sera d'office utile même pour moi, quoi. Donc voilà, je suis assez satisfaite. Merci. Super. Oui, effectivement, c'est un peu plus théorique. Il y a toujours une petite partie théorique, mais le webinaire, voilà, c'est un peu moins pratique que ce qu'on a l'habitude de faire. On a dû s'adapter, mais heureusement, voilà, on a trouvé un équilibre, je pense. Oui, franchement, c'était bien. Et je donne la parole à Louise. Merci. Donc moi, ça m'a fait du bien tout simplement d'être ici pour voilà, repenser un peu à mon projet et sortir un peu de mon boulot. Donc déjà rien que ça. Mais au-delà de ça, ça m'a permis d'y voir plus clair parce que voilà, j'avais déjà abordé le business model Canva, mais ça m'a permis de le voir d'une autre manière. Et en fait, ça m'a paru beaucoup plus simple et je me sens plus apte à le remplir. Voilà, je trouve que c'est simplifié et que comme on me l'avait déjà présenté, ça avait l'air vraiment d'être quelque chose d'énorme et de complexe. Et en fait, ici, je me rends compte qu'en prenant élément par élément, c'est tout à fait faisable et c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Merci. Donc, voilà. Tu donnes la parole à… La parole à Olaya, qui n'a pas encore parlé, je crois. Non, merci. Voilà. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir l'exemple de Airbnb. Comme ça permettait de voir plus ou moins… Enfin, ça permettait de voir plus en pratique comment le mettre en place, comment le développer. Et voilà. Mais je connaissais un peu avant le webinaire, donc, mais ça m'a quand même permis de comprendre mieux. Ok, super. Je suis désolée que tu n'aies pas pu nous présenter ton projet cette fois-ci. Mais voilà, si tu es là la semaine prochaine, n'hésite pas à le pitcher et qu'on en parle. Ou alors si tu as en 10 mots, un mot, tu peux nous l'expliquer ou tu as envie de le partager, n'hésite pas. D'accord, je peux le faire très vite. C'est en fait un marketplace où les parents peuvent vendre et acheter tout ce que leurs enfants n'utilisent plus. Ah bah alors, ouais. Je vais te mettre en contact avec une autre
candidate qui avait une idée comme ça aussi. Voilà, tu la rencontreras peut-être. Vous n'êtes pas toujours tous les mêmes, il y a des nouveaux. Enfin voilà, c'est ça qui est chouette. Des anciens, des plus anciens. Enfin. Donc, je te mettrai en contact avec elle également, si tu veux. Oui, parfait, merci. Alors, Je donne la parole à... c'est Anaïs qui monte, c'est ça? oui. Anaïs et Philippe, s'il est encore là. Ouais. Donc, Anaïs. Oui, donc oui, j'avais déjà entendu parler du business model Kanban, mais j'avais jamais vu en détail. Donc c'était vraiment intéressant de voir et tout par étapes. Et ça, oui, comme Louise le disait, c'est vraiment simplifié, donc ça permet de mieux comprendre ce qu'on doit mettre dans les cases, on va dire. Et moi, ça m'a poussé à la réflexion sur les coûts, les dépenses et les revenus, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas directement. Et là, c'est vrai qu'il faut un peu creuser, quoi. Donc voilà. Super. Philippe. Oui, Nathalie, merci tout d'abord. Puis je voudrais féliciter Sébastien, parce que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça Merci très beaucoup. clair. Ouais, non, très clair, très simple, très structuré. Et je vois beaucoup de personnes qui connaissent le business model Canvas, parce qu'on l'a vu, etc., mais peu l'appliquent. Et je trouve qu'au plus on le répète, ça devient un réflexe automatique, ça devient une attitude. Et c'est vraiment, je peux conseiller à tout le monde, quand on monte un projet, quel qu'il soit, ça rentre dans l'ADN. Et c'est vraiment génial. Et bravo Sébastien, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. C'est super, Sébastien. Et donc, Sébastien est un ancien candidat Zoom Jeune, et puis maintenant, on travaille ensemble, c'est trop gai, comme ça, voilà. On parle plus. Bravo, bravo. Super. Bon, alors, on se retrouve lundi prochain pour ceux qui le veulent. Je vous souhaite une belle semaine, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est là. Et puis, bonne soirée, il fait encore beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Salut.